Là, on assiste à quelque chose de révélateur. On quitte les faits et on entre dans un discours politique clairement orienté. Et très vite, ça dérape. Savoir un petit peu comment on en est arrivé là. Au départ, c'est une idée de Philippe Juvin sur le rapport sur les énergies renouvelables. Et pour ma part, j'ai souhaité, de façon à ce qu'on ait un peu une vision globale, que les deux autres rapports qui étaient passés un peu, entre guillemets, un peu inaperçus au moment où ils étaient sortis, parce que si vous vous rappelez, on était en plein débat budgétaire sur les EPR, puissent également être présentés de façon à ce qu'on ait, j'allais dire, une panoplie complète des rapports de la Cour des comptes sur la suite de l'énergie. Et je dois dire qu'en écoutant ces rapports, mais c'était déjà ce qui était convaincu, je trouve que nous être engagés dans quelque chose d'absolument décisif pour l'avenir du pays par des décrets est quelque chose quand même assez lunaire, quelle que soit notre position là-dessus. Prise par décret. C'est devenu l'argument facile. Mais la réalité, c'est que ces décisions énergétiques, elles sont urgentes. Elles engagent le pays. Et surtout, elles font suite à des années d'inaction et d'hésitation politique. J'en viens même à penser que s'il y a un problème pour prendre des décisions dans l'Assemblée sur tel sujet, le référendum ne serait pas la pire des solutions, parce qu'on voit bien qu'on s'engage là sur quelque chose où il est difficile de penser qu'on prend les décisions par décret. Bon, moi, d'où je parle, en gros, pour être clair et avant de poser mes questions, j'ai bien vu, Madame la Présidente, que vous présentez finalement une maintenance du nucléaire, somme toute, comment dire, supportable en termes de coûts financiers pour les décennies à venir sur le parc existant, mais on pourra convenir qu'il ne sera pas possible de prolonger indéfiniment des centrales qui sont déjà en durée de vie dépassée et qu'effectivement il faut prévoir un relais. J'estime pour ma part que peut-être qu'en attendant le soleil artificiel d'ITER et de Cadarache, dont nous dit-on il n'y aurait ni risque d'explosion ni déchets radioactifs et sur lesquels Chinois et Français sont en avance mais qui ne pourraient pas déboucher avant un siècle, il me semble que les énergies renouvelables sont la seule énergie réaliste et qui ne nous met pas dans les mêmes dangers que l'EPR. Donc ma première question pose sur les énergies renouvelables. Pour commencer, j'entends que la Cour n'est pas juge évidemment des choix de politique publique du gouvernement, mais il serait intéressant d'aller au-delà du montant facial du soutien public aux renouvelables. Toute politique publique a un coût. Cette commission a un rôle central par rapport à ça. La question principale, c'est de savoir si elle atteint ses objectifs sans que ses coûts dérivent. Donc ma première question, est-ce que la Cour des comptes estime que le soutien public aux énergies renouvelables permet d'atteindre des objectifs stratégiques à un coût raisonnable? Deuxième question, sur la formation du prix de l'électricité. Plus on a de solaire et d'éolien, plus on réduit le recours au gaz. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin paraître une étude de plusieurs associations de consommateurs européens qui estiment que le prix du gaz va monter de 50%, enfin les factures des gaz vont monter de 50% d'ici 2030. Donc inutile de dire que pour satisfaire la demande, on ne peut pas s'appuyer sur celle-ci. En réduisant le recours à une énergie chère, est-ce que la Cour est d'avis que les renouvelables permettent de modérer les prix du marché de l'électricité? C'est ma deuxième question sur le rapport sur le renouvelable. Ensuite, je passe sur le rapport sur l'énergie nucléaire. Bon, cette audition tombe fort à propos puisqu'on a fêté cette semaine l'anniversaire des 40 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, où je vous rappelle qu'un accident a provoqué la fusion du cœur du réacteur qui s'est ensuite éventré et a rejeté des matières radioactives dans l'atmosphère. Je ne ferai pas le récit de tout ce qui s'est passé. Je me permets juste d'appuyer qu'un livre vient de sortir de la chercheuse Galia Ackerman, qui est une historienne, qui a publié un nouveau livre à ce sujet et qui rappelle que l'énergie nucléaire est bien une énergie dangereuse, notamment si les infrastructures deviennent des cibles quand les tensions internationales montent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec l'Iran et l'Ukraine, on est au cœur du sujet. De l'autre côté, en France, le gouvernement nous embarque donc du coup de force, sans aucune transparence, dans un mix énergétique très intense en nucléaire. Le scénario retenu, je le rappelle, dans le cadre de la PPE 3, publié par décret, fixe une cible plus élevée que n'importe quelle option proposée par l'opérateur RTE. RTE proposait 6 scénarios, 3 de sortie nucléaire, 3 de maintien du nucléaire. Le plus intense en nucléaire visait un maximum de 340 TWh et en 2050,
seulement, alors que dans la programmation pluriannuelle, le gouvernement veut atteindre 380 à 420 TWh en seulement 4 ans pour 2030. Et là, on déroule la liste classique contre le nucléaire. Retard, surcoût, risque, toujours les mêmes arguments. Mais jamais une chose essentielle, sans nucléaire, il n'y a pas de souveraineté énergétique. La Cour des comptes s'est montrée très critique à propos du programme nucléaire français dans plusieurs rapports, notamment en 2020 et celui que vous citiez en 2025. Je vous cite quelques passages de ces rapports. Une rentabilité médiocre pour Flamanville 3, on l'a vu tout à l'heure. La maturité technique a été jugée encore insuffisante, qui a retardé le programme EPR2. L'accumulation des risques et de contraintes pourrait conduire à un échec du programme EPR2. Les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR font peser un risque sur l'actionnaire, c'est-à-dire l'État. Des réacteurs EPR en activité en Chine et en Finlande ont connu ces dernières années de multiples dysfonctionnements techniques avec des impacts financiers importants. Et enfin, la stratégie industrielle mise en place ne permet pas la réussite du programme EPR2. Tout ça, c'est des extraits de vos rapports. J'en viens à mes questions au nombre de deux. D'abord, sur le montant exact de la facture du programme EPR2 pour la France sur les années et décennies à venir. La Cour des comptes est montée jusqu'à 100 milliards d'euros dans son rapport 2025. Dans la presse, on a pu lire des analyses qui montaient même jusqu'à 250 milliards d'euros. À ce Et puis le chiffre tombe. 100, 200, 250 milliards. Des montants lancés comme ça, sans contexte. Mais une question simple. Combien coûterait l'absence de nucléaire? Combien coûterait une dépendance totale au gaz ou aux importations? jour, quelle est l'estimation de la Cour et comment décomposez-vous ce montant? Quelle est votre marge d'erreur? Je sais bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour du nucléaire, mais j'aimerais avoir vos explications sur ces différentes estimations. Deuxième question, sur le réalisme financier d'un tel programme. Actuellement, le discours est saturé par le fait qu'il faudrait faire des économies à tout prix. Je rappelle une fois encore qu'on peut aller chercher des recettes fiscales pour financer nos politiques, mais là n'est pas le sujet. Par contre, si je chausse les lunettes du gouvernement et la nécessité de faire 60 milliards d'économies en 3 ans pour atteindre les 3%, j'allais dire que quand dans le même temps, on nous dit qu'il faut à marche forcée un programme nucléaire à plus de 100 milliards d'euros, je suis dubitatif et j'en viens à ma question. On nous parle de déficit. Très bien, mais on ne parle jamais du coût de l'intermittence, du coût des importations, du coût des choix idéologiques. Parce que oui, l'énergie, ce n'est pas juste une ligne budgétaire, c'est une question de puissance. Bah si, c'est 100 milliards d'euros, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui se rajouterait du coup à ces économies qu'il faudrait faire, sans même parler de la loi de programmation nucléaire. Je réagis là parce que j'entends un collègue qui réagit à ce que je viens de dire. En préambule, je tiens à dire, et tout le monde ici le sait, que je suis donc défavorable au respect strict des critères européens, mais je me mets dans la peau du gouvernement, et ma question est simple. Pensez-vous que le programme EPR2 et plus largement le financement de l'énergie nucléaire en France est compatible avec la trajectoire de réduction du déficit annoncée par le gouvernement ? Et c'est là que le débat devient clair. Ce n'est plus un débat technique, c'est un affrontement idéologique. D'un côté, une énergie pilotable, stable, souveraine. De l'autre, un modèle dépendant, instable et massivement subventionné. Et pour conclure, est-ce qu'on ne peut pas dire à la conclusion de vos rapports que celui sur les ENR montre que le modèle est à corriger et celui sur les EPR que le problème est à éviter, que le modèle est à éviter? Merci. Voilà pour... Alors oui, le nucléaire coûte cher, mais il produit, il stabilise, il protège et surtout, il évite à un pays de dépendre des autres. Le vrai choix, il est là. Indépendance ou dépendance.